Bonsoir Éric Tegner. Bonsoir Gauthier. Alors, on va commencer avec vous dans un instant, puisque vous avez commencé à en parler hier avec Christine Kelly. Vous signez un long format, un documentaire sur les routes migratoires. Et vous avez notamment interrogé ceux qui jouent un rôle essentiel et un triste rôle, évidemment, dans ces routes migratoires, les passeurs, ceux contre qui Bruno Retailleau est en guerre. Et vous avez aussi, évidemment, rencontré beaucoup de migrants. Bonsoir Olivier Vial. Bonsoir. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir Judith. Bonsoir, et bonsoir Geoffroy. Bonsoir Gauthier. On va commencer par écouter un passeur que vous avez rencontré. Alors, je le dis, vous avez sous-titré la séquence, puisque l'échange n'est pas en... Vous lui parlez en français, il vous répond en Wallouf. Voilà. Et donc, c'était où exactement ? C'est un mélange de français et de patois un petit peu sénégalais. Et c'était sur la plage de Saint-Louis au Sénégal. C'est vraiment sur la plage d'où partent les migrants. Et ils vont vers où quand ils partent du Sénégal ? Ils montent en Mauritanie, ils s'arrêtent à Nouakchott, puis Nouadhibou où j'étais également. Et ensuite, ils partent aux îles Canaries. C'est une île espagnole au large des côtes africaines. Donc, ils arrivent en Europe. Eh bien, écoutez, donc il faut lire les sous-titres que vous allez voir dans un instant. Ce passeur qu'a interrogé Éric Tegner. Je m'appelle Abdoulaye Sall. métier passeur bi métier la bi nga xam ni mu ci duggee dañ ci dugg accidentellement rek. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller en Europe, précisément en France? Et pourquoi? Bon li ko fi ñu toll moom en France fii yëpp rêvé ñun di rêvé génn Afrique je parle pas du Sénégal damay wax ci Afrique ñëpp rêvé nañu génn dem surtout bu gars yi bëgg nañ dem France parce que maanaam bu ñu fa demee foofu au moins tu seras bien traité waaw que fii. Vous êtes au courant qu'en France, il y a des aides sociales, par exemple? Oui, loolu dégg nañ ko parce que am nañu ay copains yoo xam ne ci gaal gi la ñu jaare woon après France lu mu mujjee am naa ñu nekk ay Montpellier ñu nekk Nantes ñoo xam ni liggéey bii la ñu nekkoon doon def mais bi ñu demee am nañu chance dugg. Et tu penses que ça pousse des Sénégalais à se dire on veut aller en France, ça les motive? Oui, de jour en jour chaque jour que je fais moom loolu rêve la jamais ça. Voilà, donc il explique pourquoi la France est une terre attractive, Éric. Oui, c'est passionnant parce que vous savez, on entend souvent des responsables politiques ou des ONG qui disent que c'est faux, que le système social français n'est absolument pas un facteur qui peut attirer des migrants. Et donc là, lorsque j'interroge le passeur, c'est-à-dire lui, il est passeur depuis 2006, ça fait une vingtaine d'années, il est fiché par les autorités espagnoles, il a été arrêté plusieurs fois en Espagne, donc il connaît son métier, il a vu des dizaines de milliers de migrants. Donc on l'a intercepté plusieurs fois, les Européens l'ont intercepté plusieurs fois. Oui, les Espagnols l'ont arrêté 2 fois, ce qui fait que maintenant, il paye des capitaines pour monter dans les bateaux parce qu'il ne peut plus partir. Il est l'organisateur du voyage. Et donc lui, il dit très clairement de lui-même, ils sont attirés parce que quand il dit ici, si tu es malade, tu payes, alors que là-bas, en France, tu ne payes pas, évidemment, il pense par exemple à l'aide médicale d'État, 1,3 milliard d'euros. Et lorsque je l'interroge sur les aides sociales en France, il dit que c'est intéressant. Et il y a un autre point qui est vraiment... j'ai trouvé très pertinent, c'est qu'il commence à nous citer Nantes et Montpellier. Il n'a jamais mis le pied sur le territoire français et pourtant il s'est situé des villes moyennes. Ça montre l'importance des diasporas françaises qui attirent évidemment les Sénégalais qui sont francophones. Et vous me citez ces 2 villes de gauche, Nantes et Montpellier, donc il sait aussi peut-être où c'est plus simple de trouver refuge et d'être aidé, Geoffroy. Moi, j'ai juste une question. J'ai vu ces images parce que Eric me les a envoyées. On en parle dans le JDD dimanche. Comment vous faites pour le faire parler? Quel est son intérêt de vous répondre? Alors, moi, j'ai complètement assumé 2 choses. C'est que déjà, j'ai passé 1 an et demi sur les routes migratoires. Effectivement, c'est très dur d'avoir des passeurs. Et au Sénégal, j'y étais depuis plusieurs jours. Et en fait, on a fait connaissance avec quelqu'un qui venait nous voir en permanence. Vous savez, quand vous êtes un touriste français au Sénégal, tout le monde vous harcèle, il vous demande de l'argent, il demande d'acheter vos t-shirts, etc. Et on a fini par sympathiser avec lui. On a passé du temps, il nous a présenté des migrants et on a fini par comprendre qu'il connaissait en fait un passeur. Et à ce moment-là, on a négocié avec lui et on l'assume complètement d'ailleurs dans le long format. On a dû le payer pour qu'il puisse témoigner parce qu'un passeur, il ne va pas commencer à nous parler gratuitement. Et donc, mais à ce moment-là, il y a quand même une forme de stress. On se dit, bon, on embarque dans la voiture, il nous envoie un taxi, on ne sait pas trop comment ça va terminer. On a dû d'ailleurs envoyer à nos proches l'endroit où on irait parce que forcément, il y a une part de risque. Et à ce moment-là, il s'est exprimé effectivement très librement. Mais donc, on voit qu'il y a une véritable économie, Judith, qu'ils ont fait une véritable enquête, un travail très précis sur ce que peut offrir la France, dans quelle ville il faut aller. Tout ça a été bien anticipé. J'allais dire que voilà, on voit que c'est du travail, un travail très sérieux, très méticuleux qui est fait par ces passeurs.
Oui, c'est ce que Nathalie Loiseau avait appelé à une époque l'asylum shopping. Vous savez, la comparaison entre les systèmes sociaux pour les demandeurs d'asile. Gérard Collomb avait dit le benchmarking. Oui, oui. Mais elle l'avait dit avant, et comme elle n'était pas réputée d'extrême droite, ses propos avaient suscité un tollé, alors que tout le monde parle de ça, tout le monde utilise cette expression dans la Commission européenne. En fait, c'est un secret de polichinelle, mais je rends hommage à Éric Tegner, parce que c'est la première fois qu'on a une enquête de terrain comme ça, qui montre des acteurs de ce trafic. On va continuer à voir la suite de votre reportage qui sera retrouvé sur Le site de frontiermedia.fr. Alors, vous avez aussi interrogé des migrants. Donc, évidemment, il y a les passeurs, il y a les migrants. Et ils expliquent pourquoi ils veulent venir en France. C'est où que vous les interrogez, les migrants qu'on va Là, voir ? c'est également à Saint-Louis. Ok, donc au Et il y Sénégal. en a un qui est à Lampedusa, où j'étais lors de la crise migratoire, on se rappelle, en septembre 2023, où il y a eu 8000 migrants en 3 jours. On écoute ces migrants. Et dans quel pays t'aimerais aller en Europe? Moi, j'aime bien France. Tu connais beaucoup de gens qui veulent partir aussi? Beaucoup de personnes. Tous mes amis quittent les pays pour aller en Europe pour ramasser l'argent. Tous les pays me vont, mais je préfère la France. En France, ils aident beaucoup et dans plein de domaines. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale plus que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Et ça, tout le monde est au courant en Côte d'Ivoire qu'il y a des aides sociales en France? Ah bon, là, c'est... Bon, là, moi, je peux pas dire, mais moi, je suis aussi au courant depuis longtemps parce que je suis les journaux et les médias partout. Les Sénégalais savent qu'en France, il y a des aides. Oui, ils savent, Il y en a des gens qui partent là-bas, qui avoir là-bas la famille, avoir les enfants, ils vont avoir des aides. Ouais. L'État français va nous aider, tu vois. Donc c'est intéressant pour eux. Ah, c'est intéressant, certaines pour eux. Bon, ça vient mettre à mal quand même Geoffroy, tous ceux qui nous expliquent qu'il n'y a aucun problème de pompe aspirante en France, qu'on ne fuit pas un pays pour retrouver des aides sociales. Dans les nationalités que vous avez interrogées, donc c'est sénégalais, ivoiriens ? Des Sénégalais, des Ivoiriens, des Guinéens, globalement beaucoup de francophones. Il n'y a pas de guerre Ah non, absolument Voilà. pas. Et d'ailleurs, Lampedusa, où j'étais à ce moment-là, la majorité des gens me disaient qu'ils venaient pour des raisons économiques. Et c'était intéressant parce que les médias français, au début, les premières 24 heures, disaient qu'ils fuyaient les pays en guerre. Et moi, il y avait même un responsable d'une association payée par la Commission européenne qui est venu me voir et qui m'a dit « Vous n'avez pas le droit de filmer », ce qui était faux. Et quand elle a essayé de me convaincre en me disant « Mais vous savez, monsieur, si vous diffusez les images de ces Guinéens qui vous disent qu'ils viennent pour des raisons économiques, quand en France, ils vont déposer une demande de droit d'asile, donc pour des raisons humanitaires, si l'ambassade envoie la vidéo, leur demande sera refusée. » Donc on voyait à ce moment-là qu'en fait, on parle souvent du dévoiement de la demande de droit d'asile qui est plus facile à obtenir que les visas économiques et que des ONG financées par la Commission européenne participent complètement à cette falsification. Geoffroy. C'est relativement édifiant. En fait, quand vous connaissez un peu le sujet de l'immigration, vous savez globalement que la France a des pompes aspirantes. Tous les ministres de l'Intérieur qui se succèdent le disent, y compris quand ils viennent du PS, comme c'était le cas de Gérard Collomb. Et pourtant, en fait, tant que l'image n'existe pas, vous pouvez le dire autant que vous voulez, on va vous expliquer que non, que c'est d'extrême droite de le dire, etc. Donc la nouveauté avec ce documentaire, c'est que l'image existe. Maintenant, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, moi, l'image m'inspire une réflexion, je pense, importante. J'en veux moins à eux qu'à nos gouvernants en réalité. C'est-à-dire que Bien sûr. à leur place, je ferais pareil. Bien sûr, Voilà. évidemment. Je les comprends parfaitement, je comprends ce qu'ils font. D'ailleurs, la manière dont ils témoignent presque naïvement devant les caméras de frontières prouve que ce ne sont pas des horribles personnages. Mais en revanche, par contre, nos gouvernants qui savent ça, qui laissent faire ça, qui laissent ce système perdurer et qui laissent, parce que la vérité c'est que je ne sais pas si c'est abordé dans votre documentaire, mais on n'a rien à leur offrir. Il y a les aides sociales, etc. Mais par contre l'avenir globalement, vous n'allez pas devenir Rockefeller si vous arrivez en France quand vous êtes sénégalais. Aujourd'hui ça n'existe pas. Et nos gouvernants savent tout ça. Et ne font pas en sorte que ça s'arrête. Ça, pour le coup, je trouve ça criminel. Vincent Roy, mais c'est un peu comme sur l'Algérie. Moi, je trouve que le problème, c'est pas tant Tebboune, c'est notre faiblesse à nous. Je suis d'accord. C'est notre faiblesse à nous. À chaque fois, on est impuissant. Et c'est ce qu'on retiendra de cette grande interview d'Emmanuel Macron, l'impuissance. Oui. Parce que dans ce que je notais dans ces témoignages qui sont effectivement édifiants, c'est d'abord que, et ça je rejoins complètement Geoffroy, si j'étais à leur place, je réagirais exactement comme eux. Si j'avais les mêmes informations qu'eux, eh bien je choisirais la France, qui est la plus accueillante, en tous les cas, pour ce qui est de l'aide sociale. Et le fait de faire des enfants, il le dit très clairement, si on fait des enfants là-bas, on est aidé, etc. Et effectivement, ce sont nos gouvernants, alors avec peut-être qui sont en cause là, parce qu'ils savent tout ça et ils ont laissé effectivement perdurer.
avec peut-être un bémol. Parce que je trouve qu'on tape beaucoup, ici comme ailleurs, et moi le premier, sur nos politiques. Mais enfin, nos politiques, la plupart du temps, ils sont élus. Bon, alors on peut quand même s'interroger, depuis des années, sur les Français eux-mêmes, parce que les Français eux-mêmes, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils veulent, sans doute, cette immigration, parce que, après tout, on peut bien imaginer... il y a tous les sondages vous disent qu'il y a 70% des Français. Depuis des années, Et le terme de submersion migratoire est repris aussi par une majorité de Français. Depuis des années, sont quand même élus des gens qui laissent perdurer cette situation. Sur un mensonge, souvent, quand même. Et sur un mensonge, certes. Mais jusqu'à plus ample informé, ça n'a pas eu l'air, depuis des années encore, d'émouvoir tellement les Français, puisqu'ils les reconduisent. Donc, alors effectivement, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, je veux dire qu'on ne peut pas taper que sur nos gouvernants. Il faut aussi que la population française soit un minimum responsable de la manière qu'elle a de voter. C'est organisé pour ça. En réalité, on n'élit pas les gens qui sont contre l'immigration, parce que Mitterrand a inventé le cordon sanitaire il y a 40 ans. C'est des votes contre à chaque fois. Voilà, c'est ça. Personne ne s'est opposé à ça. Donc non, les Français, par ailleurs, je rappelle, n'ont jamais été consultés sur ce sujet. C'est incroyable. Depuis le regroupement familial, il n'y a jamais eu une question qui a été posée, à part, en effet... On vous dit que c'est pas constitutionnel. Encore Emmanuel Macron à la télévision mardi. Et bien sûr. Et donc c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que demain, si on posait, on le sait, on publie, Europe 1, CNews et le JDD publient quasiment quotidiennement des sondages sur les questions régaliennes. On connaît l'opinion, c'est votre théorie, Gauthier, des Français sur les questions régaliennes, c'est qu'il y a 7 Français sur 10 qui sont d'accord, mais par ailleurs, dans tous les partis, aussi au PS, parfois même chez Mélenchon, qui sont d'accord pour serrer la vis. Et tant qu'on ne posera pas la question, on n'aura pas la réponse. Bon, Olivier Vial, je vous donne la parole dans un instant, mais ce passeur qu'on a vu une première fois, vous l'avez interrogé au long cours, donc on a plusieurs sons à vous faire écouter. Il explique comment venir en France. Combien ça coûte? Est-ce qu'il peut nous expliquer précisément comment il fait ce métier-là? état bi du dara lu dul rencontre la rek quoi ay nit yu toog bëgg gis dara bëgg dara toog waxtaane ko dañuy dem dañuy habillé wu dañuy mel na kuy dem géej. Et ils sont combien par bateau? Des fois ci pirogue la du bateau gaal la des fois mën nañu nekk 200 des fois ça dépend ne ko ñun bu ñu jógee Ndar c'est très normal ñu laal géeju Mauritanie après géeju Mauritanie beneen cap la ñuy defar muy Nouadhibou après Nouadhibou direct beneen cap direct la ñuy jël Espagne direct la ñuy jël. Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monde qui veut partir. 200 personnes par bateau, Éric Techner. Oui, 200. C'est énorme, c'est beaucoup de gens qui partent. Il explique d'ailleurs... Et on sait le nombre de pertes par bateau, parce que c'est évidemment une dangerosité sans nom. Alors, il dit d'ailleurs que sur 15 bateaux qui partent, il y en a 8 qui n'arrivent pas. Il y a quand même beaucoup de morts. Il faut le dire. Alors ceux qui n'arrivent pas, ça peut être aussi parce qu'ils sont interceptés. Mais ce qui est vrai, et moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que déjà, c'est un drame humanitaire quand même. En Méditerranée, dans l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, pour aller aux îles Canaries, qui est un peu le Lampedusa de l'Ouest, c'est bien plus dangereux que Lampedusa. Lampedusa, c'est 2 jours pour y arriver quand vous partez des côtes tunisiennes ou libyennes. Alors que là, c'est 5 jours, 6 jours ou 7 jours. Mais effectivement, ils viennent, et Geoffroy le disait tout à l'heure, parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado, la France. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à aucun moment, par exemple, j'ai vu des migrants, et j'en ai vu des centaines, qui m'expliquaient que la France était raciste. Je m'étais même rendu en Tunisie, rappelez-vous, lors de la crise où le président tunisien Kais Saied avait parlé d'un grand remplacement. Il expliquait que les Africains, les subsahariens, grand remplaçaient la Tunisie, et il les avait accusés d'ailleurs de manger des chats. Il y avait eu des chasseaux noirs, c'était fou. Moi, j'étais sur place et on avait vu des centaines de migrants subsahariens qui étaient devant les ambassades de Côte d'Ivoire et du Mali pour rentrer chez eux. Et à ce moment-là, je les interrogeais. Ils me disaient quoi? Ils me disaient que les Maghrébins étaient racistes et que les Français n'étaient absolument pas racistes et qu'ils rêvaient de venir en France pour être sauvés. Tout comme la personne qu'on a entendue sur un des sons tout à l'heure dans le bateau, son frère, 3 mois avant que je le rencontre, son frère qui avait tenté la traversée en Algérie avait été arrêté par les autorités algériennes et il s'est fait tuer en se faisant
tirer dessus parce qu'on sait que les Algériens, ils se débarrassent de l'immigration, notamment en rejetant les migrants, parfois sans eau dans le désert et des centaines meurent. Et donc c'est intéressant quand même de voir que certains pays du Maghreb peuvent nous faire la morale alors qu'ils ont une façon de fonctionner avec l'immigration et les subsahariens qui est quand même assez difficile. Vous savez que Rachel est tous les jours à vos côtés, Eric, elle est tous les jours à côté de vous. Elle m'a écrit à l'instant. Oui, mais elle est du Sénégal. Elle est d'origine sénégalaise par son père et elle m'écrit la chose suivante et vous allez pouvoir lui répondre. Juste attention, mais pour les Sénégalais qui veulent s'en sortir, c'est aussi possible. Mon père est arrivé avec rien et il a fini professeur d'anglais à la fac, donc important de dire le réel en entier. Il parle mieux français et latin que Tegner. Oui, non mais... Il n'est pas arrivé à la même époque, d'une part. Et puis, à mon avis, les passeurs n'expliquent pas à ces Sénégalais qu'une fois arrivés, s'ils ont réussi à survivre, ils peuvent dormir sous des ponts, dans des tentes insalubres. Ça ne ferait pas marcher le business comme ça. Eric. Mais évidemment qu'il y a des Sénégalais, d'autres étrangers de différents continents qui ont apporté des choses à la France. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Simplement, il ne faut pas regarder ces cas-là pour expliquer que finalement, ça serait normal et naturel que tout le monde vienne et tous leur vendre la même chose et cet Eldorado. C'est quand même une réalité. Moi, je vais vous dire une chose. C'est que ce passeur, il m'a dit quoi ? Et franchement, j'ai presque l'impression d'être son avocat aujourd'hui. C'est que ce passeur, il a condamné le fait que les aides qu'on donne, les aides au développement de la France, de l'Union européenne qu'on donne à ces pays finissent dans les poches des dirigeants sénégalais. Il disait ce sont eux les milliardaires aujourd'hui. Et c'est un problème parce qu'on fait quoi ? On est en train de payer... Vous savez, il y a toujours cette illusion, il faut aider les pays africains, sauf qu'ils se mettent tout dans la poche. Et également, on est sur une logique de négociation avec eux pour dire il faut que vous contrôliez les départs depuis chez vous. Sauf que moi, je l'ai vu en Mauritanie, ils sont corrompus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la police qui travaille avec les passeurs. Et je vais vous dire, j'ai eu que des témoignages sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que fait l'Union européenne qui les paye pourtant une fortune ? Ils ne sont pas regardants vis-à-vis de ça. Parce que dans le fond, ils s'en moquent. Parce que ça ne les dérange pas que des migrants partent. Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est des relations économiques. Olivier. Oui, alors je trouve qu'effectivement le témoignage est extrêmement intéressant. Sur les pompes aspirantes, sur le rôle des passeurs, sur le fait qu'il y a 200 personnes par bateau. C'est ça, en fait, il ne faudrait pas non plus qu'Eric soit pris d'une sorte de syndrome de Stockholm parce qu'on a l'impression de faire du passeur quelqu'un d'extrêmement gentil. Et c'est quand même le rouage d'une vraie traite humaine. Avec effectivement, il donne la mort, le passeur. Il donne la mort, il organise le mirage, il l'entretient parce qu'effectivement, comme a dit Judith, c'est quelque chose qui lui rapporte beaucoup d'argent. Mettre 200 personnes dans un bateau, c'est criminel et il le sait, mais c'est criminel parce qu'il gagne de l'argent dessus aussi. Et on est coupable d'avoir ces pompes aspirantes, mais eux aussi sont dans un logique criminelle et d'ailleurs dans des réseaux très souvent criminels. Donc il faut être aussi assez vigilant là-dessus. Je suis d'accord que c'est très intéressant parce que pour une fois, on sort du déni et on voit factuellement ce que tout le monde sait depuis très longtemps, mais au moins il y a quelqu'un qui le dit. Par contre, il ne faut pas oublier la responsabilité que portent ces personnes-là. Ah bien sûr, quand Geoffroy disait « j'en veux pas à ces personnes-là », il parlait des migrants, il ne parlait pas des passeurs, bien sûr, évidemment. Un point, vous savez, quand vous partez en reportage, vous avez quand même avant, évidemment, des idées arrêtées. Et je suis le premier. Vous avez des idées arrêtées ? Et bien sûr. Mais alors ça, je ne peux le croire. Mais j'ai passé des années... Je ne peux le croire. J'ai passé des années à dire que le problème, c'était les passeurs. Sauf que ce passeur, en parlant avec lui, ce qu'il m'explique, c'est que c'est l'Afrique. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il touche, il doit payer tout le monde. Il paye les policiers, il paye l'autre. Il m'explique même qu'il doit payer... Il y a des frais. Il y a des frais. Le pauvre garçon. Non, mais ce que je veux dire, il me parle comme les narcotrafiquants. Comme un narcotrafiquant, il doit payer, il corrompt, il y a des frais. Ça reste... Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il parle même des prières, etc. Ça s'appelle de l'exploitation de la misère humaine, Eric. Oui, mais ce que je veux dire, Judith, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je suis aux Canaries et que je vois qu'il y a une organisation industrielle avec des associations, des ONG, c'est-à-dire qu'aux Canaries, moi j'étais sur ce port de El Hierro, c'est une petite île. Il y a eu 1000 migrants qui sont arrivés en l'espace de 3 jours. Vous savez comment c'était organisé ? Il y a Frontex, il y a une seule personne qui est là pour vérifier que les droits humains des migrants sont respectés. Quand un bateau est repéré au loin, ils envoient les sauveteurs qui vont les chercher, la Croix-Rouge qui est là en permanence les reçoit, il y a un bus qui est là H24 à 200 mètres pour les acheminer et hop, ils passent les différents endroits. Et moi j'ai vu des ONG qui étaient là, qui transportaient ces migrants dans des bus sans qu'il y ait le moindre policier. On parle de clandestins, on parle d'illégaux. On a donné ce pouvoir. Et donc, moi, j'en suis sorti de ce documentaire en me disant, pardonnez-moi, mais c'est que les véritables passeurs, c'est nous. C'est-à-dire qu'on a financé tout un système d'ONG qui fait qu'on a une prise en charge de ces personnes-là qui est énorme, qui coûte une fortune et qui est complètement occultée aujourd'hui parce qu'en fait, vous savez, les dirigeants européens ont été traumatisés par les potes de Lampedusa. Les gens n'aiment pas le bazar. Ils ont vu 8000 personnes arriver en 3 jours. Ça a fait des images sur l'Union européenne en totalité. Donc ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit il faut mieux organiser, il faut fluidifier.
C'est vrai, est-ce qu'on a une responsabilité, les mairies par exemple, comme la mairie de Paris qui donne à ces ONG pro-migrants, est-ce qu'il y a une part de responsabilité dans cette chaîne qui va du passeur à l'ONG et malheureusement, on voit que lors de ces passages, il peut y avoir de nombreux morts. Donc est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des ONG et de ceux qui les financent, Geoffroy ? Évidemment, et d'ailleurs pas uniquement les ONG, mais il y a beaucoup de gens qui ont du sang sur les mains sur ce sujet. En fait, si vous parlez des morts dans la Méditerranée, il y a les politiques qui ne décident pas de changer le système, c'est-à-dire faire en sorte que nous ne soyons plus un Eldorado et que quand les migrants les migrants et les gens qui les aident font leur benchmark de ce qu'ils peuvent gagner quand ils arrivent en Europe, ils trouvent que la France c'est plus intéressant, donc ils viennent chez nous. Il y a les politiques pour commencer. Ensuite, il y a les associations, il y a les gens qui les subventionnent parce que c'est les associations pro-migrants, c'est pas des gens qui sont subventionnés par leur public, hein. C'est pas des membres qui donnent de l'argent. C'est des mairies, des collectivités, c'est beaucoup de monde qui leur donne de l'argent et qui leur permet à la fin de continuer à faire leur boulot, évidemment. Et je pense que ce documentaire peut avoir une vertu salutaire, c'est qu'on voit pour de vrai, en fait on voyait avant Lampedusa, on se disait il y a des crises migratoires, c'est normal, il y a des gens qui viennent tout à coup, des poussées, etc. Mais là en fait on voit le fonctionnement normal, entre guillemets, de l'immigration en Europe, et en fait on n'a pas 500 000 personnes qui arrivent par an par hasard. Et donc on voit comment ça se passe le reste du temps. Et ça peut donner des poussées d'urticaire aux Français qui vont découvrir comment leur argent est utilisé parce que tout ça est subventionné. Je le redis, le documentaire sera retrouvé sur votre site, sur Frontières, Eric. Mais on disait tout à l'heure avec Geoffroy, on n'a rien à leur offrir à ces migrants. Partout en France, le décompte a commencé. Un tic-tac démographique effréné. Une course contre la montre. La France d'après est déjà là.